Papa m'a envoyé un texto, tu n'es pas invité à l'anniversaire de maman. La famille a décidé que tu étais une source d'embarras. Ma sœur a commenté, enfin. J'ai souri et répondu, alors, la famille vote avec mon argent maintenant. Puis j'ai fermé tous les comptes auxquels il touchait, y compris la compte pour le lieu de la fête. 4 jours plus tard, mon téléphone a explosé d'appels manqués. Ma relation avec ma famille était tendue, d'aussi loin que je me souvienne. Pas de manière bruyante, dramatique, avec des assiettes qui volent. Plutôt un mépris silencieux, enrobé de politesse. Des insultes polies, une désapprobation polie, des rappels polis que je n'étais pas vraiment comme eux. J'étais celle qui avait déménagé trop tôt, qui n'allait pas à l'église, qui avait trouvé un travail dans la finance au lieu de rejoindre l'entreprise immobilière familiale, qui ne s'était jamais mariée, n'avait jamais eu d'enfant, et pire que tout, qui ne semblait pas intéressée à s'excuser pour quoi que ce soit. Ce n'est pas un seul moment qui a tout brisé. C'était toute une vie de petites fissures. Comme lorsque j'ai dit à papa que j'avais acheté mon premier appartement, et qu'il a demandé, sans un mot de plus, si c'était dans un quartier convenable. Ou quand Kelsey a emprunté $2000 sur mon compte courant, et que tout le monde a traité ça comme une erreur de clic. Ou quand j'ai emmené maman à New York pour son anniversaire, et qu'elle a raconté aux gens que je l'avais fait parce que j'étais seul, et que je regrettais probablement de ne pas avoir ma propre famille. Alors oui, nous n'étions pas proches. Mais je continuais d'essayer, par habitude surtout, et par culpabilité. La culpabilité de penser que j'étais peut-être la personne froide, que j'étais peut-être juste trop fier. C'est pourquoi j'ai payé la compte pour la fête d'anniversaire de maman, en premier lieu. C'était censé être une surprise. Un dîner chic sur un toit terrasse en centre-ville. Bar ouvert, jazz en direct, menu traiteur, tout le tralala. Ils ont choisi la date, et je me suis occupé de la logistique, parce que tu es si doué pour ces choses-là. Papa n'a pas proposé de partager les frais. Kelsey, certainement pas. Mais j'ai accepté. Comme toujours. Puis le texto est arrivé. 7h14 du matin, un jeudi. Sans avertissement, sans contexte. Tu n'es pas invité à l'anniversaire de maman. La famille a décidé que tu étais une source d'embarras. Mon café n'était même pas fini. J'ai fixé le message, me demandant si c'était une sorte de blague. Quelques secondes plus tard, j'ai reçu une notification. Kelsey avait commenté enfin sous une publication Facebook que papa avait faite sur les fleurs de la fête. Je n'avais même pas vu la publication, juste sa petite réaction suffisante. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis simplement sorti du lit et je me suis assise devant mon ordinateur portable. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas plainte. J'ai ouvert le tableau de bord de la fiducie familiale, et j'ai commencé à agir. Ce qu'il ne semblait pas comprendre, c'est que le fait d'être doué avec les chiffres n'est pas juste un trait de caractère. C'est un pouvoir. Un pouvoir silencieux. Ennuyeux en apparence, dangereux lorsqu'il est appliqué. En 2 heures, j'avais annulé le lieu, annulé le traiteur, annulé le groupe de musique, verrouillé la fiducie familiale, gelé le compte d'urgence, signalé la carte de crédit de papa pour examen, et fermé le petit compte annexe que Kelsey utilisait comme son distributeur personnel, celui que je remplissais à chaque fois qu'elle oubliait de payer son loyer. Et puis je suis allé travailler, comme si de rien n'était. 4 jours se sont écoulés en silence. Pas même un même passif-agressif de la part de Kelsey, ce qui, pour elle, était rare. Puis est arrivé le dimanche, 11h03. Le déluge a commencé. Appel manqué. D'abord maman, puis papa, puis 2 oncles, puis Kelsey, 6 fois d'affilée. Les messages vocaux s'accumulaient, des messages de gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Soudain, tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé, où était passé l'argent, pourquoi le lieu avait appelé pour dire que la réservation était annulée et que le remboursement avait été effectué. J'ai ignoré chacun d'entre eux. Il ne s'agissait même plus de l'argent. Il s'agissait de dignité. J'avais passé des années à être le punching ball financier de la famille. La personne fiable, la responsable, celle qui se taisait et ouvrait son portefeuille. Mais au moment où je suis devenue gênante, on m'a mise à l'écart, comme si je n'avais jamais compté. Très bien. Laissez-les organiser une fête sans moi. Voyons jusqu'où ils iront sans que la source d'embarras ne paie pour cela. Le lundi, le silence s'était transformé en chaos. Je me suis réveillé avec 2 emails, un de papa, un de ma cousine Mel, qui ne m'avait pas contacté depuis 2019,
quand elle m'avait demandé si je pouvais l'aider à trouver un emploi dans mon entreprise. Les 2 emails étaient longs, décousus, et remplis d'excuses. Papa commençait par « ne dramatisons pas les choses » et finissait, d'une manière ou d'une autre, par une menace voilée sur la loyauté familiale. Mel disait « je ne veux pas prendre parti », mais, puis passait 5 paragraphes à prendre le sien. Apparemment, tout annuler sans préavis était cruel, et des gens avaient déjà fait des projets. La version de Mel des gens, c'était elle-même et ses 2 amis, qui comptaient utiliser le bar ouvert pour réseauter. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Je n'avais plus rien à expliquer. La vraie comédie a commencé cet après-midi-là, quand Kelsey a commencé à envoyer des textos. Je m'y attendais. D'abord, la fureur en majuscule, « as-tu annulé la fête ?» Puis, « qu'est-ce qui ne va pas chez Théoï ?»« C'est l'anniversaire de maman, espèce de psycho-égoïste. » Quelques heures plus tard, elle a tenté une approche plus douce, on plaisantait juste. Papa ne le pensait pas comme ça. Suivi rapidement par « peu importe. Ça ne te concerne même pas » et finalement, quand rien de tout cela n'a fonctionné, elle a opté pour l'option nucléaire classique, « tu es sérieusement instable mentalement. Tu as besoin d'aide. » Je n'ai même pas ouvert le dernier. Je l'ai juste regardé apparaître pendant que je prenais mon 2e café, et je l'ai laissé mourir sur mon écran de verrouillage. Aucun d'eux ne comprenait encore ce que j'avais vraiment fait. Ils pensaient toujours que cela concernait la fête, l'annulation. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était que la surface. Les vrais dégâts étaient encore à venir. Ils n'avaient juste pas encore remarqué que les murs s'effondraient. Le fonds d'urgence, disparu. Je m'étais légalement retiré en tant que garante secondaire sur le 2e prêt hypothécaire de papa, celui qu'il avait ouvert sous la fiducie familiale pour construire cette horrible cuisine extérieure dont il n'arrêtait pas de se vanter. Rien que cette action allait le rattraper d'ici 1 mois, peut-être moins. La carte de crédit que Kelsey utilisait pour ses frais de scolarité, mais qui servait surtout pour Starbucks et des achats de soins de la peau, fermée. Le petit compte d'épargne annexe que maman utilisait discrètement pour couvrir l'assurance auto de Kelsey chaque mois, vidé. Je n'ai pas pris l'argent, je l'ai simplement redirigé vers la fiducie. Verrouillé, pas d'accès. Le mercredi, il était évident que la vérité les rattrapait. Le lieu avait été réservé par quelqu'un d'autre. Le trio de jazz était passé à autre chose. Le traiteur m'a envoyé un email joyeux, confirmant que le remboursement avait été effectué, moins les frais d'annulation. Papa était furieux à ce sujet. Il a appelé ma ligne professionnelle 3 fois, et a laissé un message vocal me disant que je n'avais aucun droit. Je l'ai transféré à mon avocat et je l'ai supprimé. Ce soir-là, j'ai vu Kelsey publier une story Instagram, elle, assise dans son lit avec de la glace, le mascara coulant, tenant une cuillère comme une arme. La légende disait, la famille, ça craint parfois. Elle a toujours voulu être la victime. Elle s'en était tirée pendant des années, mais maintenant elle perdait le contrôle, et je savais que ça la tuait. Mais voici ce qui m'a vraiment surprise. Jeudi matin, 8h22, j'ai reçu un texto de maman. Peut-on parler ? Juste ça. Pas d'émoji, pas de ponctuation, pas de culpabilisation. Elle ne demandait même rien. Il est resté sur mon écran toute la journée, non lu, pendant que je me demandais ce qu'elle voulait vraiment dire. Était-ce son idée ? Savait-elle ce que papa et Kelsey avaient dit ? Avait-elle même été incluse dans la décision de me désinviter, ou était-elle juste en train de gérer les dégâts maintenant que la fête était en ruine ? Je n'ai pas répondu. Pas encore. Parce qu'à ce moment-là, je regardais déjà tout s'effondrer, et je ne faisais que commencer. Vendredi matin, c'est là que tout a basculé. Kelsey s'est réveillée pour trouver son compte courant à découvert, sa carte de crédit refusée, et son téléphone vibrant des chèques de paiements automatiques. Elle m'a appelé 5 fois d'affilée. Je n'ai pas décroché. Puis elle a texté, « Que as-tu fait ?» Ce que j'ai fait, c'est finalement arrêter de financer ma propre humiliation. Et ce qu'ils ont fait, c'est commettre l'erreur de penser que je continuerai à le faire, quoi qu'il arrive. Vendredi après-midi, Kelsey m'a envoyé une demande de paiement Venmo de 400 €. La note disait, « Loyer, s'il te plaît. » Comme si de rien n'était, comme si nous n'avions pas brûlé le dernier pont et regardé les cendres couler. J'ai fixé la demande 1 minute entière avant de la refuser. Pas de message, juste refusé. 1 heure plus tard, elle a rappelé, 2 fois. Puis une fois d'un numéro masqué, auquel je n'ai pas répondu non plus.
Elle a laissé un message vocal, en pleurant cette fois. Quelque chose sur le fait d'être coincée dans son bail et de ne pas avoir assez pour les courses. Je l'ai supprimé sans l'écouter jusqu'au bout. L'ironie d'être qualifié de source d'embarras par quelqu'un qui n'avait pas acheté son propre shampoing depuis 6 mois ne m'a pas échappé. Pendant le week-end, le reste de la famille a commencé à comprendre la situation réelle. J'ai reçu des textos de 2 tantes et d'un des cousins de papa, me demandant si j'envisagerais au moins un remboursement partiel pour la fête. Apparemment, ils avaient tous participé aux décorations et aux cadeaux personnalisés, qui étaient maintenant inutiles. Je ne savais même pas qu'ils avaient contribué. On m'avait dit que tout était couvert, ce qui était techniquement vrai, mais c'était moi qui couvrais. Ils voulaient de la sympathie. Je leur ai donné le silence. Dimanche matin, papa s'est présenté à mon immeuble. Il n'a pas appelé à l'avance, n'a pas sonné à l'interphone, il s'est juste présenté et a attendu qu'un pauvre voisin le laisse entrer. Il a frappé à ma porte comme si elle lui appartenait. Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté de l'autre côté, attendant qu'il s'en aille. Il est resté près de 10 minutes. A frappé, puis a cogné, puis a commencé à marmonner des choses que je pouvais entendre même à travers la porte. Des choses sur mon ingratitude, sur ce que je devais à la famille, sur maman. C'est la seule partie qui m'a fait hésiter. Il a dit, elle ne va pas bien. Puis il est parti. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser à maman. Je ne l'avais pas vue depuis des semaines, à peine lui avais-je parlé. Elle ne m'avait pas défendu, pas publiquement, mais elle n'en avait pas rajouté non plus. Et quand elle a texté « peut-on parler ?», elle n'avait pas enchaîné avec de la culpabilité ou des exigences, juste le silence, ce qui était plus que ce que je pouvais dire du reste d'entre eux. J'ai failli lui envoyer un message, mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Parce que c'est cette nuit-là que j'ai découvert ce que papa essayait de faire ensuite. Il avait déposé des papiers pour transférer une partie de la fiducie familiale, celle que je gérais, vers un fonds distinct sous son contrôle. La banque l'a immédiatement signalé, car c'était une manœuvre non autorisée. Cela a déclenché une alerte interne. Ils m'ont appelé. J'ai su alors qu'il ne s'agissait pas seulement de la fête. C'était lui, essayant de tout reprendre. Comme si me couper de l'anniversaire de maman n'avait été que la première étape. Il voulait le contrôle, non seulement sur moi, mais sur l'argent, la fiducie, tout. Et la seule chose qui se dressait entre lui et cela, c'était le fait que j'avais toujours la pleine autorité sur les finances. Alors, j'ai pris une décision. J'ai rencontré mon avocat lundi matin. Nous avons entamé le processus de dissolution de tous les comptes qui étaient encore légalement partagés. Nous avons transféré la fiducie dans une nouvelle structure sous ma seule supervision, quelque chose de blindé. Je laisserai assez pour ma mère, elle n'était pas le problème. Mais le reste ? Fini. Ce même soir, Kelsey a posté une story d'elle, pleurant dans sa voiture, parlant de trahison, de famille brisée, et de comment certaines personnes ne se sentent puissantes que lorsqu'elles font du mal aux autres. Cela lui a valu des dizaines d'émojis en forme de cœur et des commentaires dramatiques. Je n'ai pas regardé l'intégralité, car pendant qu'elle jouait la carte de la sympathie sur Instagram, papa planifiait déjà son prochain coup, et aucun d'eux ne savait ce que maman s'apprêtait à faire. Mardi après-midi, j'ai reçu un texto de maman. Viens à la maison mercredi soir, 19h. Tout le monde sera là. S'il te plaît. C'était inattendu. Je n'avais pas mis les pieds chez mes parents depuis plus d'1 an. La dernière fois, c'était à Thanksgiving, et j'étais parti tôt après que Kelsey eût fait une blague sur le fait que j'apportais une autre bouteille de vin ennuyeuse pour compenser de ne pas avoir de petite amie. Tout le monde avait ri, même maman, bien qu'elle ait immédiatement fait semblant de ne pas l'avoir fait. Mais ce texto était différent. Ce n'était pas une embuscade de groupe, ou un piège à culpabilité. C'était simple, direct, et ça venait d'elle. J'ai failli ne pas y aller. J'ai été à 2 doigts de l'ignorer, de le considérer comme un piège orchestré par papa. Mais quelque chose clochait. Comme si elle n'essayait pas seulement d'arranger les choses. Elle préparait quelque chose. Alors, j'y suis allé. Quand je suis arrivé, il y avait plus de voitures que prévu. Beaucoup plus. Des parents que je n'avais pas vus depuis des années. Des cousins éloignés. Même l'oncle Russ, qui avait été officieusement excommunié après un incident de Noël arrosé en 2016. C'était mon premier signe que quelque chose était différent. À l'intérieur, la maison était impeccable,
éclairée par ces douces lumières jaunes que maman aime quand elle est nerveuse. Il y avait de la nourriture, beaucoup, faite maison, pas de traiteur. Et il y avait des décorations, pas du genre cher que j'avais payé à l'origine. Celle-ci était faite à la main, une guirlande de lumière le long de la cheminée, des cartons de table écrits à la main, des serviettes pliées. Ça ne ressemblait pas à des excuses. Ça ressemblait à quelqu'un essayant de reprendre quelque chose en main. Maman était dans la cuisine quand je suis entré. Elle ne m'a pas serré dans ses bras, a juste fait un petit signe de tête, comme si nous étions sur le point de signer un traité de paix. Puis elle a dit, je leur avais dit que ça arriverait. Je ne savais pas de qui elle parlait, de papa, de toute la famille, d'elle-même, mais je l'ai suivie dans le salon, et c'est là que je l'ai vue. Papa était déjà ivre. Pas éméché, mais bredouillant, le visage rouge, agitant un verre tout en tenant salon devant la cheminée. Il racontait une histoire sur la façon dont Jessica s'était retournée contre nous tous. La moitié de la pièce semblait mal à l'aise. Quelques-uns appréciaient clairement le spectacle. Kelsey était assise à côté de lui, les bras croisés, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Puis, maman a fait quelque chose que je ne lui avais jamais vu faire. Elle a marché jusqu'au milieu de la pièce, a tapé 2 fois dans ses mains, et a dit à tout le monde de se taire. Pas de cris, pas de drame, juste des mots secs et clairs qui ont tout transpercé. La pièce est devenue silencieuse, comme si elle avait appuyé sur un interrupteur. Puis elle a dit ceci, Jessica a payé pour cette fête 2 fois. Une fois avec de l'argent, et une fois avec le silence. Vous avez tous fait vos choix. Maintenant, vous pouvez vivre avec les conséquences. Et sur ce, elle a pris le verre de papa et l'a vidé dans l'évier. Kelsey s'est levée, a essayé de dire quelque chose, mais maman s'est tournée vers elle et a dit, tu as eu 1 an pour grandir, et tu ne l'as toujours pas fait. Je suis fatigué. Le silence était incroyable. Je suis resté là, tenant encore mon manteau, complètement abasourdi. Je ne m'attendais pas à une défense. Je ne m'attendais pas à une confrontation. Je ne m'attendais certainement pas à ce que maman craque comme ça, devant tout le monde. Mais elle l'a fait, et elle n'a pas reculé. Pendant environ 10 minutes, on aurait dit que la pièce retenait son souffle. Certaines personnes sont parties, d'autres sont restées assises, gênées. Quelques-uns m'ont offert de faibles sourires, comme s'ils se souvenaient soudain que j'étais humaine. Mais bien sûr, ça n'a pas duré. Papa est revenu avec une bouteille qu'il devait avoir cachée quelque part. S'est servi un nouveau verre. A marmonné quelque chose sur le fait que Jessica doit apprendre que l'argent ne lui donne pas raison. Il a recommencé à divaguer, a dit que j'étais irrespectueuse, m'a qualifié de simple calculatrice glorifiée avec une rancune. Et c'est là que j'ai craqué. Il y avait une marmite de soupe qui mijotait encore sur la cuisinière, une de maman. Je suis allé dans la cuisine, j'ai attrapé une louche, et sans un mot, j'ai lancé une pleine louchée à travers la pièce. Elle l'a atteint en plein dans la poitrine brûlante, épaisse, en plein sur son précieux pull. Tout le monde a halté. Quelqu'un a ri. Il a lâché le verre, qui s'est brisé sur le sol. Je suis parti. Sans dire au revoir. Sans regarder en arrière. La tension n'a pas disparu, elle m'a suivi jusqu'à la porte. Mais cette fois, elle ne pesait pas sur mes épaules. Elle est restée dans cette maison. Et pour la première fois depuis des années, j'ai conduit jusqu'à chez moi, en sentant que ce n'était pas moi qui avais besoin d'être réparé. Je n'ai eu de nouvelles de personne pendant 3 jours. Pas un seul appel, pas un seul texto, pas même une de ces stories Instagram de Kelsey, lançant des pics de manière cryptique et passive-agressive. Un silence total. Et je l'ai accueilli comme des vacances bien méritées, loin d'un bruit que je n'avais pas réalisé qu'il bourdonnait dans ma tête depuis des années. Mais ce n'était pas la paix. C'était une pause. Un de ces silences lourds et contre nature, où l'on sait que quelque chose attend, juste derrière la porte. Quelque chose d'inachevé, quelque chose que personne ne veut encore dire à voix haute. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone comme une idiote, espérant à moitié un message de maman, redoutant à moitié que ce soit plutôt de papa, essayant de retourner la situation comme toujours. Aucun n'est venu. Puis, dimanche soir, par pur ennui et curiosité, j'ai ouvert Facebook. Je ne l'utilise jamais, pas vraiment, mais je voulais voir si quelqu'un avait publié quelque chose sur ce qui s'était passé. Maman l'avait fait. Elle avait posté 5 photos de la réunion. Une de la table du dîner, pleine de plats faits maison. Une du jardin,
éclairée par ces guirlandes lumineuses bon marché qu'elle insistait toujours pour mettre, disant que ça rendait tout plus accueillant. Des photos floues de gens déambulant dans le salon, y compris moi, surprise en arrière-plan, tenant encore mon manteau. J'avais l'air de quelqu'un qui n'avait pas encore décidé de rester ou de fuir. Pas de légende, pas d'explication, juste des photos. La plupart des gens ont commenté les banalités habituelles, joyeux anniversaire, c'est magnifique, j'aurais aimé être là. Mais ce qui m'a frappé, c'est qui n'était pas sur les photos. Papa n'était sur aucune d'entre elles. Kelsey non plus. C'était inattendu. Je ne savais pas ce qui s'était passé après mon départ, mais clairement, quelque chose s'était fissuré dans cette maison. Quelque chose s'était brisé assez profondément pour que maman n'ait plus la force de faire semblant. Et c'est là que j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Pour la première fois, maman n'évitait pas seulement le conflit. Elle choisissait tranquillement un camp. Le lendemain s'est passé sans incident. Puis le mardi. Mercredi après-midi, un appel d'un numéro inconnu est arrivé. J'ai failli le refuser par habitude, mais quelque chose m'a poussé à le laisser aller sur la messagerie vocale. C'était maman. Sa voix était stable, prudente. Elle a dit, je passe demain vers 17h. Si ça te va, j'aimerais apporter quelque chose pour le dîner. C'est tout. Pas de culpabilisation, pas de longue explication, pas de discours du genre il faut qu'on parle. Juste une déclaration d'intention, comme si elle prenait enfin sa propre décision. Pendant des heures, j'ai hésité à lui répondre. Je ne l'ai pas fait. Je n'étais pas sûr de ce que je voulais d'elle, ni si je voulais quoi que ce soit. Mais le lendemain, à 16h55, je me suis surprise à essuyer mon comptoir de cuisine. Pas pour elle. Pour moi. Elle est arrivée à 17h pile, tenant un sac en papier brun. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'est pas entrée avec un discours dramatique, m'a juste tendu le sac et a dit, c'est la soupe. J'en ai fait en plus. Nous nous sommes assises à table comme deux personnes dans une salle d'attente, mangeant en silence. La soupe était chaude, épaisse, familière. D'une certaine manière, même réconfortante, malgré le souvenir qui y était attaché. À mi-chemin du bol, elle m'a enfin regardé. J'aurais dû l'arrêter il y a longtemps. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé parler. Elle m'a tout raconté. Comment papa avait lentement sorti de l'argent de la fiducie, pour combler des trous dans des affaires dont il ne parlait à personne. Comment Kelsey avait abandonné ses études il y a des mois, mais avait menti sur l'obtention de son diplôme, falsifiant une sorte de relevé de notes juste pour que les chèques continuent d'arriver. Comment elle savait que les choses dérapaient, mais qu'elle était trop épuisée, trop anesthésiée pour faire quoi que ce soit. Et puis elle a dit ceci, quand il t'a envoyé ce texto, je n'étais pas d'accord. Je lui ai dit de ne pas le faire. Mais je ne l'ai pas arrêté non plus. Je suis juste resté là. Ça m'a fait mal, mais au moins, c'était honnête. Elle ne m'a pas demandé de lui pardonner. Elle n'a pas essayé de se justifier. Elle a simplement assumé. Rien que cela rendait cette conversation différente de toutes les autres que nous avions jamais eues. Nous avons fini notre soupe. Je nous ai servi du thé. Toujours pas de réconciliation dramatique, pas de moment main dans la main, juste deux femmes assises l'une en face de l'autre, ne faisant plus semblant. Finalement, elle s'est levée et a dit, je vais y aller. Je voulais juste dire ça en personne. À la porte, elle a fait une pause et a ajouté, je ne te demande pas de revenir. Je veux juste que tu saches que je l'ai quitté il y a 2 jours. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je l'ai juste regardé sortir. Elle n'a pas pleuré. Moi non plus. Je suis resté assise longtemps après son départ, fixant les bols vides sur la table, les 2 tasses de thé entre eux. La pièce était calme, pas lourde cette fois, juste immobile. Elle l'avait finalement quitté. Et j'étais enfin libre de tous, sauf d'elle. Et je n'étais pas sûr si cela m'effrayait, ou si cela me donnait de l'espoir. Le calme était différent maintenant. Ce n'était pas ce silence tendu, dans l'attente du prochain coup. C'était le genre de calme qui s'installe après une tempête. Encore en désordre, bien sûr, des branches cassées partout, des débris qu'il faudra du temps pour nettoyer, mais paisible à sa manière. On pouvait enfin s'entendre penser. Après le départ de maman, les jours se sont un peu estompés. Je suis retourné au travail, je suis resté dans mon coin, et je n'ai pas consulté le chat de groupe familial une seule fois. Personne n'y avait écrit depuis le soir de l'incident de la soupe,
et je n'allais pas être celle qui réveillerait les morts. Kelsey n'avait pas repris contact. J'ai supposé qu'elle se débrouillait comme elle pouvait. Sans mon argent, elle devrait commencer à prendre des décisions, des vraies. Pas le genre de décision qu'on publie avec une chanson triste en fond sonore sur un selfie en pleurs, mais le genre qui vient avec des conséquences. J'imagine les impayés s'accumuler, les avis de retard, la réalité de qui payait vraiment pour son style de vie lui frappant enfin au visage. Je n'avais pas pitié d'elle. Plus maintenant. Papa est resté silencieux aussi, soit par honte, soit par stratégie. Probablement la deuxième option. Je savais mieux que de supposer qu'un homme comme lui ressentirait un jour de la culpabilité. Il attendait probablement son heure, attendant la prochaine occasion de reprendre le contrôle. Mais la porte était fermée maintenant légalement, financièrement, émotionnellement. Il n'avait plus rien pour me faire revenir. La seule qui est revenue, c'est maman. Une semaine après cette nuit-là, elle a envoyé un texto, tôt un dimanche matin. Envie d'un thé? Simple. Pas de questions, pas d'explications. Je l'ai fixé un moment, puis j'ai répondu, viens quand tu veux. Elle est arrivée un peu après midi. Le même vieux manteau, les cheveux tirés en arrière, un regard doux et fatigué dans les yeux, mais pas vaincu. Autre chose, peut-être du calme. Elle a apporté une nouvelle boîte de tisane à la camomille et au miel, et s'est assise en face de moi, comme si nous avions fait cela 100 fois auparavant. Mais ce n'était pas le cas. Pas comme ça. Pas sans faire semblant. Nous n'avons pas beaucoup parlé au début. J'ai fait bouillir de l'eau. Elle a déplié la serviette autour de sa tasse, comme si cela faisait partie d'un rituel. Pendant un moment, le seul son était le léger bourdonnement de la bouilloire qui refroidissait. Finalement, elle a parlé. Je l'ai quittée 2 jours après la fête. J'ai hoché la tête. Je n'avais pas besoin des détails. Je la croyais. Elle m'a dit qu'elle avait emménagé chez tante Lana pour le moment, qu'elle ne voulait rien prendre de lui. Pas de maison, pas de pension alimentaire, rien. Elle voulait juste partir, la paix. Elle a dit qu'elle travaillait à temps partiel chez un fleuriste du coin, que les propriétaires ne posaient pas de questions et la laissaient écouter la radio toute la journée. Puis elle a posé la question que je savais qu'elle allait poser, ai-je attendu trop longtemps? Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas comment. Je n'étais pas prête à prétendre que tout pouvait être réparé juste parce qu'elle était enfin partie. Mais je ne pouvais pas non plus ignorer ce que cela signifiait, qu'elle s'était enfin choisie, et peut-être, d'une petite manière, qu'elle m'avait choisi. Elle n'a pas insisté, a juste siroté son thé et a regardé autour de l'appartement, comme si elle le voyait pour la première fois. Après un moment, elle a souri un petit sourire, à peine visible et s'est levée pour partir. À la porte, elle a fait une pause. Je sais que je n'étais pas là quand j'aurais dû l'être, a-t-elle dit. Mais je vois les choses plus clairement maintenant. J'espère que ça signifie quelque chose. J'ai hoché la tête. C'est tout ce que je pouvais lui donner. Après son départ, j'ai nettoyé les tasses, j'ai plié la serviette qu'elle avait laissée, et je me suis rassise. Il n'y a pas eu de soulagement dramatique, pas de sentiment de conclusion cinématographique, juste une sorte de compréhension tranquille. Je savais que je ne retournerais pas à cette version de la famille, celle où je n'arrêtais pas de me sacrifier pour maintenir tout le monde à flot. Cette version était partie, brûlée, coulée. Je n'ai bloqué personne. Je n'ai pas supprimé le chat de groupe. Je n'ai pas fait de sortie dramatique. J'ai juste arrêté d'attendre d'être mieux traité. Maintenant, quand j'entre dans mon appartement, je le sens différent. Comme s'il était à moi. Pas une cellule d'attente entre 2 obligations, pas un garde-meuble pour la culpabilité. Juste à moi. Parfois, je pense à Kelsey, je me demande si elle fait toujours semblant que tout va bien, ou si elle fait enfin face au désordre qu'elle a créé. Je pense à papa, et à quel point son monde doit être silencieux maintenant que personne n'est là pour le nettoyer. Je pense à maman, surtout. Comment elle envoie encore un texto occasionnel avec un emoji de fleurs ou une recette qu'elle a trouvée. Elle ne demande rien. Elle tend juste la main, poliment, tranquillement. Et c'est bien comme ça, pour l'instant. Il m'a fallu longtemps pour arrêter de me voir comme l'échec de la famille, la déception, celle qui ne cadrait pas. Il s'avère que je n'étais pas le problème. J'étais juste la première à l'avoir remarqué. Et une fois qu'on arrête de financer sa propre humiliation, une fois qu'on arrête de se rétrécir pour s'adapter au confort de quelqu'un d'autre, on réalise tout l'espace qu'on a vraiment.
Je suis toujours en train de remplir cet espace. Et cette fois, personne d'autre n'a son mot à dire.